Une production des studios Bass. Ce hors-série est une présentation de NextDrive, un réseau d'ateliers pour une nouvelle génération de véhicules. Confiez l'entretien et la réparation de votre VE à des techniciens certifiés et propulsés par NAPA. Hors-série. Bienvenue à ce hors-série de Silence on roule. Hors-série, je vous le rappelle, qui a pour but de traiter de sujets en toute liberté, avec un peu plus de flexibilité que dans le format normal de Silence on roule. Donc, on peut se permettre de prendre des sujets puis de les traiter un peu plus à fond. Et aujourd'hui, on a un sujet qui se prête bien donc à prendre le temps de l'analyser comme il faut. Et pour le faire, j'ai avec moi mon ami Daniel Breton. Bonjour, Daniel. Bonjour, Martin. On souhaite la bonne année. On est encore dans les délais où on peut le faire. On est encore dans les délais où on peut le faire et on peut dire que l'année a commencé sur les chapeaux de roue. Oui. Puis avant qu'on se lance dans notre sujet principal, au moment où on enregistre ce podcast, on vient d'apprendre, en fait, on s'en doutait, mais on vient de confirmer là, le départ de Justin Trudeau. Ouais. Toi qui œuvres beaucoup au niveau fédéral avec tes fonctions en Mobilité électrique Canada, outre de la peine que certaines peuvent avoir de voir partir Justin ou de la joie, tout dépendant de nos allégeances, qu'est-ce que ça implique pour l'industrie de voir partir Justin Trudeau comme ça? Je dirais un élément d'incertitude supplémentaire. C'est-à-dire que sous le gouvernement de Justin Trudeau, il y a beaucoup de politiques, de programmes qui ont été lancés depuis particulièrement à peu près 4 ans. Que ce soit les rabais pour les voitures neuves, les rabais pour les camions, les infrastructures de recharge, la réglementation, les initiatives de soutien financier à des projets d'usines de batteries, de véhicules, etc. Donc, ça a fait une réelle différence que le gouvernement fédéral a fait depuis 2020 à peu près. Donc, une fois qu'on sait ça, ben là, on ne sait pas qui va être le prochain chef ou la prochaine chef du gouvernement libéral. On s'attend à ce qu'on soit en élection au printemps. Mais d'ici là, il y a beaucoup de gens qui disent, bon, ben là, les programmes actuels, comment ça va se passer? Est-ce que les fonds qui ont déjà été alloués, on va pouvoir les identifier puis les mettre pour l'installation de bornes supplémentaires, par exemple, dans les prochains mois. Donc ça, pour ajouter à l'élément d'incertitude qu'il y a au sud de la frontière, l'ajout d'éléments d'incertitude au nord de la frontière d'ici les 2-3 prochains mois, plus l'élection prochaine, plus la potentielle élection d'un gouvernement de conservateur avec Pierre Poilievre, ça fait en sorte que les gens se posent beaucoup de questions. Ouais. Puis donc, Daniel, si je comprends bien, on se doute fort bien que si aux prochaines élections, puis je dis si en même temps, quand on regarde des sondages, on peut avoir une petite idée de ce qui s'en vient, même si rien n'est coulé dans le béton, là. Le fait d'avoir un changement au gouvernement va emmener son lot de bouleversements puis de changements. Oui. Mais même avant ça, le fait que le chef parte, ça peut créer aussi des changements qui n'auraient pas été là s'il était resté en place. On va prendre un scénario. Disons qu'on a un nouveau chef ou une nouvelle chef qui dit, nous, là, on veut faire preuve de rigueur budgétaire. Et donc, on va couper dans les budgets et ils vont présenter ça au printemps et que, on ne sait pas, disons que le NPD dit, ben finalement, c'est pas si pire. Puis on les garde. Donc, ça veut dire que dans les mois qui vont suivre, jusqu'à l'élection de l'automne, on pourrait se retrouver avec des programmes coupés dans toutes sortes de départements, de toutes sortes de ministères. OK. On ne le sait pas. T'sais? Mais, tu sais, comme Justin Trudeau a été connu pour beaucoup de choses, mais certainement pas la rigueur budgétaire. Ben, un nouveau chef pourrait dire, ben nous, ça va être notre cheval de bataille pour dire, on est capable de se séparer puis de montrer que c'est un nouveau gouvernement puis que là, eux autres... Fait que tout ça, là, qui pour le moment, flotte dans les airs. Tu sais, j'imagine, mettons que Mark Carney c'est un banquier, lui devient chef du Parti libéral, il pourrait dire, ben nous, on va faire les choses différemment parce qu'on veut se démarquer.
Donc, il y a tout ça là, qui fait que ces temps-ci, il y a beaucoup de questions qu'on se pose et ça rend les gens de l'industrie un peu nerveux. Je peux comprendre. Mais quand cela ne tienne, et on le sait que là, je devrais même dire, les prochaines années vont quand même permettre à l'industrie et à l'électrification d'avancer, mais avec un vent de face probablement plus grand que ce qu'on a vécu dans les dernières années. N'en demeure pas moins qu'on a des objectifs, on a tout un secteur économique qui est en marche, qui est en branle et qui veut que ça fonctionne. Bien sûr, il y aura du vent, puis il faudra peut-être avancer plus fort, puis il y aura des embûches, puis il y a peut-être des choses qui se feront pas à vitesse qu'on voulait, mais on s'en va dans cette direction-là. Et quand on prend une image, quand on prend une photo, là, aujourd'hui, là, tout début d'année 2025, et qu'on regarde l'État, particulièrement au Québec, si on regarde ici au Québec, comment on se situe en termes d'avancement dans l'électrification des transports, on se rend compte que ça va bien. Ça va très bien. Il y a eu des bonnes mesures qui ont été mises en place et on a fait du chemin dans les 10 dernières années. À certains égards. À certains égards, évidemment. Tout n'est pas parfait. Parce que, tu sais, si on regarde ce qui se passe avec Lyon ces temps-ci, ce qui s'est passé avec Taiga, Nordvolt qui vit des moments difficiles, tu sais, il y a des bonnes et il y a de moins bonnes nouvelles au Québec comme au Canada. Oui, mais si on regarde particulièrement, Daniel, et c'est le sujet de notre discussion aujourd'hui, les ventes de véhicules électriques au Québec, donc l'accélération. Léger. Oui, c'est les véhicules légers, les voitures là, qui ont été subventionnées par le programme Rouler vert, là, que les gens, les bagnoles électriques que les gens ont à la maison, puis tout ça. On a eu beaucoup de choses qui se sont dites l'année passée, entre autres dans la dernière moitié, même dernier trimestre, où on nous disait ralentissement, alors que ce qu'on observait, c'est carrément le contraire. Puis on savait, on avait hâte que le Polaroid se prenne parce qu'on voyait bien que les ventes étaient en feu. Ça a super bien été. Et là, on s'est posé des questions. Et toi, Daniel, tu as écrit un texte il y a quelques temps, puis c'est d'où l'idée de se rencontrer aujourd'hui, où tu as dit non, mais il y a une belle accélération des ventes des véhicules électriques au Québec, puis il y a des raisons pour ça. Il y a des raisons très précises. Tu en as identifié 12. Oui, mine de rien. Mine de rien. Puis j'aimerais ça qu'on les regarde parce que, tu sais, en économie ou en business, on appellerait ça nos facteurs de succès. Hein? Ouais. Qu'est-ce qui a fait qu'on a réussi? Donc, on essaie d'identifier c'est quoi notre recette. C'est un autre pays, une autre juridiction veut bien faire. Ben, ces points-là, ces 12 points-là que tu as relevés, ben, c'est des choses qui nous ont permis d'aller plus loin. Donc, et ce que je trouve intéressant, c'est que ça démontre que non, ce n'est pas juste les subventions. Parce qu'il y a bien des gens qui disent, si c'était pas des subventions, il n'y a rien qui marcherait. Bien sûr, les subventions ont aidé, mais c'est loin d'être le seul facteur. Et je vais te donner un exemple parfait de ça. C'est depuis le 17 septembre, donc septembre, octobre, novembre, décembre, 4 mois, OK? Il n'y a plus de subventions éco-camionnage pour les pick-up électriques. Et malgré ça, on a vu des records de vente. Donc, ça ne veut pas dire que ça aidait pas quand il était là, mais il y a forcément d'autres choses qui viennent tirer. Parce qu'il y a de plus en plus de pick-up électriques sur la route qui n'ont pas eu droit à la subvention du gouvernement du Québec depuis le mois de septembre. Et on se rend compte que si ce n'était que des subventions, ben les gens arrêteraient d'acheter des pick-up électriques. Or, ce n'est pas le cas. Écoute, j'ai envie qu'on fasse le tour, Daniel, des 12 facteurs que tu as identifiés. Le premier, qui est un des facteurs, qui est tu as identifié ça, la baisse des rabais. Donc, le gouvernement qui a annoncé la fin, en fait, que le rabais passe de 5 000 à 4 000 au provincial. Ouais. Donc, la fin des rabais, c'est un facteur qui favorise, qui a aidé à favoriser, dans le sens que ça l'a accéléré. Les gens, voyant que ça pour baisser, ils se sont dépêchés, oui. Et ça, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que, oui, la baisse prochaine des rabais a fait en sorte qu'il y a des gens qui ont décidé d'acheter leur véhicule électrique plus vite. Peut-être qu'ils l'auraient acheté en 2025 ou 2026, puis ils ont dit, ben là, c'est 3 000 de moins, donc on va en profiter pendant que c'est le plein rabais de 7 000. Donc, ça a joué. Cela dit, et comme je le dis très bien, ce qu'on voit, c'est que l'annonce du gouvernement du Québec a été faite en mars 2024, comme quoi les rabais étaient pour diminuer en janvier 2025. Ouais. Mais quand on regarde la courbe statistique que j'ai mise sur Facebook, cette courbe-là ne s'est pas accentuée depuis l'annonce du gouvernement. C'est-à-dire que c'est la même courbe depuis 2 ans. Ouais. Donc, ça date de bien avant l'annonce du gouvernement, cette augmentation exponentielle des ventes de véhicules électriques. Et
Évidemment, quand on dit tantôt on disait les subventions, ça aide. On peut pas nier que quand il y a des subventions, ça l'a aidé. Hein, ça a été la poussée qui a commencé à faire rouler la roue. Mais en même temps, le fait d'annoncer qu'elle va réduire ou qu'éventuellement elle va disparaître, et là on sait depuis, ils ont même annoncé un gel là pendant 2 mois. Ben, ça a un effet. Peut-être les gens disaient, ils devaient l'acheter au mois de février, mais ils ont dit, je vais l'acheter tout de suite. Ils ont devancé un peu cet achat-là pour être certains de bénéficier du plein. Absolument. Et une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce texte-là, sur les 12 raisons, c'est qu'il y a beaucoup de gens, aussi bien dans les médias que dans l'industrie, qui ont dit, c'est juste les rabais qui fait que les gens vont acheter des véhicules électriques. Fait que quand le rabais va diminuer, les ventes vont planter. Et moi, ce que j'explique, c'est au contraire, ce n'est pas le cas. C'est beaucoup plus complexe que ça. Ouais. Et moi, je m'attends, voyez-vous, pour ceux qui écoutent, là, en janvier, on va avoir des ventes moyennes parce que c'est un mois tranquille. Les gens payent toujours un mois de crédit, tranquille, janvier. Février-mars, je m'attends à ce que les ventes plantent parce que, comme le gouvernement a dit, on suspend les rabais pendant 2 mois, ben là, il y a des concessionnaires qui m'ont déjà dit, nous, on va demander aux gens de laisser un dépôt puis de prendre livraison au mois d'avril. Fait que donc, ça va baisser février-mars, puis ça va repartir en avril. Au final, quand on le regarde sur l'année, ça va probablement être le même nombre de véhicules qui s'est vendu, mais celles de février-mars vont avoir été décalées puis livrées en avril-mai, mettons. Et je ne sais pas si tu t'en rappelles, je suis certain que tu t'en rappelles, Martin, quand on était en mars 2019 et que le gouvernement fédéral avait annoncé bientôt, il va y avoir un rabais à l'achat de voitures électriques, mais on ne vous dit pas combien, puis on ne vous dit pas quand. Je me rappelle, on filmait des petites capsules chez un concessionnaire de véhicules usagés à Montréal à cette époque-là, puis on avait fait une chronique justement là-dessus. Ouais. Là. Ça avait complètement stallé l'industrie. Tout le monde attendait. Tout le monde attendait. Ouais. Fait que comme là, c'est ce qu'on va revoir, c'est que tout le monde va attendre le mois d'avril pour prendre livraison de leur véhicule. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'ils n'achèteront pas ou qu'ils ne laisseront pas des dépôts. Non. Ça veut juste dire qu'ils vont prendre livraison au mois d'avril. Ça ne veut pas dire que c'est des gens qui voulaient pas d'auto électrique qui en veulent une ou qui en voulaient une qui en veulent plus. C'est des gens qui ont déjà leur idée de fait, qui font juste déplacer le moment de l'achat. Et ce que je trouve un peu plate de toute cette discussion-là, puis j'en ai parlé amplement dans les médias lorsque l'annonce a été faite, c'est que tout ça, c'est pour des raisons comptables. Le gouvernement du Québec dit, nous, on n'a plus d'argent dans le fonds, ce dont je doute, parce que quand on regarde le fonds d'électrification et de changement climatique, il y avait 1,7 milliard au printemps. Ouais. Le gouvernement a dit qu'il voulait garder l'argent dans le fonds parce que... il y avait des gros surplus là-dedans. Hein? Parce qu'il y avait des gros surplus, qu'il ne voulait pas tout dépenser, parce que ça faisait en sorte que le ministre des Finances, quand va arriver son budget, va donner l'impression que son déficit est moins élevé parce qu'il calcule dans son fonds consolidé l'argent du fonds d'électrification et de changement climatique. Sauf que c'est un fonds dédié. Donc, il joue avec les chiffres puis il joue avec les mots. Ouais. Effectivement. Tout à fait. Écoute, t'en as identifié d'autres, hein? Il n'y a pas juste celle-là. Non. Tu as parlé également de la baisse des taux d'intérêt. Effectivement, les taux d'intérêt aujourd'hui, puis si on recule d'1 an, on n'est pas à la même place, là. Ah non, écoute, les taux d'intérêt, tu regardais la plupart des constructeurs automobiles, là, c'était entre 5 et 9 %. Et là, aujourd'hui, il y a des constructeurs qui offrent du taux entre 0 et 3 %. Là. Ça fait toute une différence. C'est une grosse différence. Aussi récemment qu'aujourd'hui, j'ai regardé le Volkswagen ID4. Si tu l'achètes, c'est 0 % sur 48 mois. Aïe. Ouais. Ça fait une maudite différence. Là, je regardais le BZ4X, 5,9 % pour 48 mois. Fait que là, je disais, ça fait une différence sur l'intérêt que va susciter l'achat d'une voiture électrique ou à essence. Mais on le voit là que les taux d'intérêt chez plusieurs constructeurs, ils ont dit, nous autres, pour pousser la vente de véhicules électriques, on va baisser le taux d'intérêt de façon significative. Puis évidemment, Volkswagen, avec leur arrêt de vente depuis septembre, il faut qu'ils arrivent avec des incitatifs pour sortir des véhicules de la cour. Ça, tout à fait. Exactement. Daniel, est-ce que ça veut dire que pour un manufacturier donné qui vend de l'électrique et des véhicules à combustion, il va mettre un taux d'intérêt différent sur l'électrique pour favoriser l'électrique? Ah, mon Dieu, il met des taux différents par modèle. Tu sais, par exemple, je vais te donner un exemple. Tu vas avoir un véhicule à essence qui vient d'arriver, là, le nouveau modèle à essence, flambant neuf, nouvelle génération. Les taux, en général, vont toujours être plus élevés. Puis au bout de 2, 3, 4 ans, les taux d'intérêt pour le même véhicule vont baisser. OK. C'est quand même fascinant. Puis moi, je me rappelle de discussions que j'ai eues avec des membres de ma famille. Hein, tu es un peu comme ça. Tu parles avec des gens. Les gens connaissent nos allégeances, nous posent des questions. Pas toutes. De quoi tu parles? Nous posent des questions sur les véhicules électriques. Puis ça arrivait souvent dans la discussion.
une discussion du genre, ça m'intéresse, je commence à regarder ça, tel modèle me tente, mais tabarouette, les taux d'intérêt Absolument. à 8%, je regardais les paiements que ça me donne. Là, les gens étaient un peu, tu sais, ils regardaient le prix du véhicule, plus le taux d'intérêt, ça finit par être une rondelette de somme, là, à moins de payer ça cash, là, ça fait mal. Fait que quand on est capable d'avoir un 5-6% de moins d'intérêt ça fait une grosse sur des cartes, et puis c'était pas le but du propos, mais on voyait beaucoup dernièrement des gens qui faisaient des locations, par exemple des achats financés sur 7 ans, sur 84 mois. Là, on est en train d'avoir 7 ans, 8 ans. Ouais, on est dans des autos qui sont aussi longues que des hypothèques. J'ai rien contre ça. Là. Je pense qu'il y a des gens que c'est... Imagine 8 ans à 7%. C'est incroyable. Je veux Écoute, dire, dans quoi tu t'embarques, là, tu sais. Ouais. Je comprends que ça baisse les paiements, les mensualités, forcément, mais tu payes ta voiture 2 fois. 2 fois, exactement. Donc là, peut-être qu'avec des taux un peu plus bas, on est capable d'avoir aussi un financement sur 4 ans, 5 ans, une durée un peu plus raisonnable, ce qui va permettre là, de ne pas payer trop d'intérêt au final. Ouais. Un autre élément que tu as souligné, et celui-là, les gens l'oublient malheureusement parce qu'on fait des comparaisons boiteuses, puis ça me tue de voir que les gens sont pas capables de... Parce qu'on parle d'auto électrique, fait qu'ils regardent juste électrique, puis ils regardent plus le véhicule à essence à côté. La hausse du prix des véhicules à essence... Le prix de l'essence, la hausse du prix de l'essence. De l'essence, mais des véhicules aussi. Les véhicules à essence coûtent plus cher qu'ils coûtaient. Ouais. Quand tu compares, quand tu dis l'auto électrique, c'est cher. Moi, si tu veux me dire qu'un auto électrique, c'est cher, j'ai pas de trouble si tu le compares avec une voiture à essence équivalente à côté. Puis tu vas te rendre compte que c'est cher aussi. Là. Les autos à essence à 18 000, là, ça n'existe plus. Là. C'est fini. Ben non, c'est fini. On est tous dans des prix... d'ailleurs, à Mobilité électrique Canada, vous avez sorti des statistiques. Vous les brandissez assez régulièrement, là, où vous démontrez le coût moyen d'une voiture, là, toute motorisation confondue au Canada, ou juste électrique, puis juste la essence, et on se rend compte que finalement, le prix moyen d'une voiture à essence, c'est très élevé. Ah, ça a augmenté de façon faramineuse. D'ailleurs, dans mon livre là, sur les 50 mythes et demi-vérités sur les véhicules électriques, je parle de prix de toute une série de véhicules à essence entre 2018 et 2024. Puis on voit des augmentations qui oscillent entre 30 et 70 % sur 6 ans. Aïe, aïe, aïe. Une Honda Civic, ça a augmenté de façon exponentielle. Mais un Ford F-150, ça a augmenté beaucoup aussi. Et ça, les gens ont tendance à oublier ça. Et ça, c'est le bout. Tu prends le même véhicule 5-6 ans plus tard, mais aussi quand tu ajoutes la tranche de véhicules d'entrée de gamme qui existait et qui n'existe plus. Ouais. Tu sais, les Honda Fit, les Toyota Yaris, les Kia Rio, la tranche d'entrée de gamme là, dans le véhicule à essence est carrément disparu du marché canadien. On a un escalier qui manque les 2 premières marches. Il faut commencer avec la 3e marche en partant. C'est pas tout le monde qui est capable de lever la jambe aussi haut. Là. Exactement. Donc, ça veut dire qu'un véhicule pas cher, c'est rendu entre 25 et 35 000. Les pas chers. Tu sais, un Honda Civic d'entrée de gamme, c'est 30 000 maintenant. Ben, quand tu commences à regarder les paiements, ben, tu te rends compte que facilement que les véhicules électriques sont de plus en plus compétitifs. Et que tu dois ajouter l'essence là-dessus. Et que tu dois ajouter l'essence. Pas avec le véhicule électrique. Là, le calcul commence... quand on compare, puis je me rappelle, on l'a toujours fait, puis je donnais des conférences pour l'AVEC. Je donne encore des conférences, mais à l'époque, je me souviens, avec l'AVEC, là, on avait 2 véhicules qu'on comparait, puis on regardait que le prix du véhicule à essence était beaucoup moins cher, mais quand on regardait le véhicule électrique, les subventions, les économies en carburant, on démontrait que rapidement, on rentabilisait les deux. Là, maintenant, quand tu compares les deux, tu te rends compte qu'il n'y a plus un écart aussi grand qu'il y avait là, entre les deux. Là. C'est-à-dire que certains modèles, c'est jour 1. Certains modèles de véhicules électriques, et j'en parle dans mon livre, dès le jour 1, le véhicule électrique revient moins cher qu'un véhicule à essence équivalent. Tout à fait. Et j'avais pris une comparaison. Il y en a plusieurs. Là. J'ai parlé du Ford F-150 entre le Lightning et le Ford F-150 XLT, 4 portes. La différence, c'est genre 3-4 000 $. Mais j'avais pris un exemple que j'avais trouvé fascinant. BMW série 3 d'entrée de gamme, BMW i4, donc électrique d'entrée de gamme. Avant les rabais, le véhicule à essence est plus cher que le véhicule électrique. Tu achètes une i4 pour 2 ou 3 000 de moins, si mon souvenir est bon, qu'une BMW série 3. Là, tu te dis, écoute, pourquoi est-ce qu'il faut vraiment... Ouais. Pour calculer longtemps, là. Non, tout à fait. Ajoute les rabais, ajoute les coûts en énergie, etc. Puis il y a de plus en plus de modèles comme ça. Oui, tout à fait. Tu parles des coûts en énergie, Daniel, ça m'amène à sauter à ton 4e élément, qui est justement la hausse du prix du carburant, parce qu'on a dit tantôt, il faut ajouter le prix du carburant, mais le carburant ne coûte plus aujourd'hui ce qu'il coûtait il y a quelques années. Ça commence à apparaître, là. Écoute, en janvier 2021, le prix moyen de l'essence était 1,8 le litre, à peu près.
En janvier 2022, il était monté à 1,52, puis là, il est autour de 1,50. Fait que c'est une augmentation de 40% du prix de l'essence depuis 2021. Là. C'est arrivé la guerre Ukraine-Russie, là, ça a augmenté. Puis là, à un moment donné, ça a monté à 2 $. Et là, les gens, à 1,50, toi, finalement, c'est pas si pire. Mais il y a 4 ans, ouais, c'était à la fin en du 2021, monde, hein? c'était à 1,8. Tout à fait. Donc, ça, c'est sûr que ça fait une différence. Parce que quand tes coûts d'énergie augmentent de 40%, c'est significatif. Oui, oui. Et les gens, souvent... Les gens ont la mémoire courte. Hein. Ont excessivement la mémoire courte. Puis, encore une fois, tout est imbriqué. Quand on fait le calcul de rentabilité d'un véhicule électrique, on regarde son coût, on l'a parlé tantôt, son financement. Les coûts en énergie, si le coût en énergie, on calcule que notre véhicule fait, je sais pas moi, 8 litres au 100, puis qu'on fait 15 000 km par année, par exemple, à 1,8 puis à 1,50, c'est pas pantoute la même facture annuelle là, qu'on va avoir. Là. Ouais. Donc, on se rend compte que ça a un impact très grand. D'ailleurs, quand on explique aux gens les critères qui jouent sur la rentabilité économique d'un véhicule électrique, on dit toujours, ça va dépendre du prix de l'essence puis du nombre de kilomètres que tu fais par année. Plus tu fais de kilomètres, plus l'essence coûte cher, plus tu vas économiser à rouler électrique. Ouais, on peut prévoir facilement le prix de l'électricité. On sait que c'est régi puis que ça va bouger une fois par année puis très peu. Alors que l'essence, je veux dire, il y a une bombe qui tombe en mauvaise place au Moyen-Orient ou tu comprends un dictateur qui pète de travers. Exactement, et le prix peut augmenter de 50% instantanément. Donc c'est très difficile là, de faire. Surtout que les gens sont de plus en plus serrés puis le budget, il y a de moins en moins de marge de manœuvre. Je pense qu'il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années, le prix de l'essence augmentait de 10 sous le litre. C'était plate, c'était désagréable, mais pour beaucoup de gens, maintenant, avec la vie d'aujourd'hui, ça peut faire la différence entre entrer dans notre budget ou ne plus entrer dans notre budget. Donc, ça devient un facteur qui est loin d'être négligeable. Écoute, vois-tu, moi, là, j'ai calculé que sur 100 000 km, par rapport à un véhicule équivalent, j'ai sauvé à peu près 12 500 $ en essence. À 200 000 km, j'aurais sauvé 25 000 $ en essence. C'est extraordinaire. En énergie, en fait. Oui, c'est ça. Puis là, on est vraiment purement financier. Ça, on pourrait parler de tout ce que tu as sauvé également du point de vue écologique, qui a, à mon sens, une aussi grande valeur, mais là, évidemment, on parlait de termes économiques parce qu'on parlait du prix de l'essence, mais évidemment, il y a tout le pendant qui vient avec, qui est son poids écologique. Facteur numéro 5. Facteur numéro 5. Et ça, Daniel, on en a parlé beaucoup dans notre spécial de fin d'année à Silence son rôle en disant, vois-tu, qu'est-ce qui arrive quand il y en a des véhicules? L'inventaire. Il y a des véhicules dans les cours, il y a des véhicules dans les showrooms. Tu as des véhicules, tu vends des véhicules. Écoute, moi qui ai participé à plusieurs salons du véhicule électrique, moi je me rappelle quand est arrivé le salon du véhicule électrique de Montréal en 2022. On était en avril 2022. Et là, le prix de l'essence était monté à 2 litres. Et les gens étaient devenus littéralement fous. Ils disaient, écoute, ça me prend un véhicule électrique, ça coûte cher, puis tout ça. Et là, ils entraient dans les différents kiosques des différents constructeurs et concessionnaires, puis ils se faisaient dire 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans d'attente. Et là, ça a éteint beaucoup de monde. Ah oui, tout à fait. Puis ça a duré un bon 2 ans. Ça. Pendant un bon 2 ans, les gens disaient, pourquoi j'irai au salon? Pourquoi j'essaierai un véhicule électrique? Il n'y en a pas. Ouais. Et là, depuis quelques mois, disons depuis à peu près 1 an, il commence à y avoir de l'inventaire chez les concessionnaires et les gens peuvent entrer chez un concessionnaire et ressortir avec le véhicule 24 heures plus tard, des fois même 12 heures plus tard. Ça fait une grosse différence. Ouais. Puis, tu sais, je sais pas si tu as vu la vidéo, très mal enregistrée d'ailleurs, que j'ai fait avec Guy Lucier. Oui. Qui racontait qu'après le salon du véhicule électrique de Saint-Hyacinthe cet automne, il est arrivé le lundi à sa concession et pour la première fois de sa vie, ça fait 50 ans qu'il est dans l'automobile, il y avait une file de gens qui attendaient pour venir acheter un véhicule électrique, qui a battu un record de vente de véhicules électriques qui datait de 1986, donc presque 40 ans. Puis il a dit, écoute, on avait tellement de demandes parce qu'on avait de l'inventaire que notre problème, c'était pas des ventes. C'était des livrés. C'était des livrés parce qu'on n'avait pas assez de staff. Il commence à vivre le problème que Tesla a depuis un certain temps. Hein? Absolument. C'est ça. Donc, effectivement, et c'est des beaux problèmes. Il faut se dire que quand on a aussi un véhicule à essence en location, par exemple, et que notre location tire à sa fin, dans 2, 3 mois, 4 mois, et qu'on commence à magasiner, et que les véhicules qui nous intéressent dans l'électrique, on se fait dire 18 mois, 24 mois, on est obligé d'aller vers d'autres choses parce qu'on sait que notre location va terminer et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pris le véhicule qu'ils voulaient
parce qu'il n'était pas disponible. S'il avait été disponible, il l'aurait pris. Il n'y a pas que ça. Si tu arrives chez un concessionnaire et que le gars dit « je veux acheter tel modèle électrique » et qu'il n'y en a pas en inventaire et que c'est 12 à 18 mois, le vendeur, lui, pour la plupart du temps, il va être payé à la livraison du véhicule. Ouais. Lui, il va inciter à prendre un véhicule qui est en inventaire, même si celui-ci est à essence. Tout à fait, tout à fait. Et ça, on avait fait une émission là-dessus il y a peut-être 2 ou 3 ans là, où je tentais d'expliquer pourquoi il y avait tant de vendeurs qui poussaient vers des véhicules à essence. Et la raison qui nous a été donnée, c'est très clair, c'est le roulement est tellement grand chez les vendeurs que s'il te vend un véhicule électrique, il y a des bonnes chances qu'il ne travaille même plus là la journée que tu vas venir le chercher, donc il ne fera pas sa commission. Ouais. Il va te vendre un qui est là, puis il va faire sa commission maintenant. Et c'est humain. Et c'est humain, effectivement, il faut le comprendre. Donc, un autre des points que tu amènes, Daniel, c'est plus de choix de modèles. Il y a plus de diversité. Donc, les gens qui ont des goûts peut-être un peu plus nichés ou qui sont très... on va dire, picky sur le type de véhicule qu'ils veulent, ben là, ils peuvent pas dire, il y en a pas de tel style, il y en a, commence à en avoir pour tous les goûts et il y a beaucoup de modèles différents. Ouais, sauf les véhicules d'entrée de gamme. Sauf les véhicules d'entrée de gamme, tout à fait. Les véhicules d'entrée de gamme sont disparus de la carte. On s'attend à ce qu'ils reviennent en 2025 avec la Bolt, avec des produits Hyundai, Kia, Tesla peut-être, Volkswagen. D'ici 2026, moi, je m'attends à ce qu'il y ait des véhicules d'entrée de gamme. Mais dans le milieu haut de gamme, il y a de plus en plus de choix, de plus en plus de constructeurs automobiles, ce qui fait en sorte que les gens ont de quoi magasiner. Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que, tu sais, si on recule, il y a 4-5 ans, là, il n'y avait pas grand-chose. Ah ben non. J'en ai acheté des autos électriques, moi, puis c'était celle-là parce qu'il y avait juste celle-là. C'est à peu près ça. Tu sais, t'avais la Leaf, t'avais la Bolt, t'avais la Tesla Model 3. La Mitsubishi Biev, là, tu sais, des fois, t'as restreint un peu. Volkswagen e-Golf, tu sais. Il n'y avait pas grand-chose. Mais Daniel, ce qui est frappant, c'est que, et ça fait longtemps qu'on a qu'on sait cet état de fait-là, c'est que quand on dit, il n'y en a pas des, parce que tu me dis, oui, il y a de la diversité, les gens sont contents parce qu'il y a plus de modèles, mais il n'y a pas de petits modèles. Mais ils existent, ces petits modèles-là. Tu regardes en Europe, des Volkswagen électriques, petit format. Il n'y a pas juste les ID4 là-bas. Il y en a d'autres, les ID3. Kia fait des plus petits modèles. Pourquoi on les a pas ici puisqu'ils existent? En fait, pour une raison fort simple, c'est que les constructeurs automobiles vont envoyer les véhicules là où la réglementation est la plus contraignante. Donc, ce que les gens ne savent peut-être pas, c'est que là, présentement, l'objectif du gouvernement du Québec pour 2026, c'est 32,5 % de vente de véhicules électriques. Or, au 3e trimestre 2024, on était à 34,6 %. Donc, on a 2 ans d'avance sur l'objectif. Ouais, c'est ça. Mais quand on va s'approcher de 2030, on parle de 85 % de vente de véhicules électriques. Il va y avoir de l'effort à faire. Là. Fait que là, les constructeurs n'auront pas le choix que d'amener des véhicules plus petits, moins chers, d'entrée de gamme. Et à partir de 2026, 27, 28, c'est ce qu'on commence à voir. Et donc, les constructeurs vont devoir, pas tous, mais il y en a qui vont devoir amener des véhicules plus d'entrée de gamme pour être capables d'atteindre leurs objectifs. OK. On en aura plus à ce moment-là. J'ai envie qu'on passe à l'autre point, ton 7e point, qui est la normalisation des véhicules électriques. On n'est plus un extraterrestre, là. Exactement. Donc là, les gens qui sont un peu plus timides, là, et tu le sais, t'es passé par là, on fait partie de ceux qui, il y a, moi, dans mon cas, 14 ans, là, avec une voiture toute électrique, j'étais pas capable d'aller faire mon épicerie, j'étais pas capable d'aller au restaurant sans sortir du restaurant puis passer 45 minutes à parler avec des gens autour de ma voiture parce qu'il y avait un attroupement. Ma blonde était rendue à dire, on va prendre notre auto, ça n'a pas de sens, on n'est plus capable de... On était des bêtes de cirque. Il faut dire aussi que les premières voitures électriques étaient toutes, je te dirais, un design caractéristique de l'électrique. Tu voyais certains, tu dis, ça a l'air d'un nouveau modèle de véhicule électrique. Tu sais, ça a tendance à être un peu extraterrestre. De plus en plus, on est dans véhicules normaux qui ont l'air d'une voiture comme on a toujours vu. Équivalent, on le sait pas, c'est électrique ou pas électrique, si on connaît pas ça. Et il y en a partout. T'es plus le premier. Sur ta rue, il y en a plein. T'es plus une bête de cirque. Alors, écoute, il y a quelques années, Martin, là, je pense qu'on connaissait tous les propriétaires de véhicules électriques par leur petit nom, toi et moi. Ce n'est plus le cas. Oui. Tu comprends? Non, c'est loin d'être le cas à la quantité qu'on est rendu. Fait que donc, c'est rendu normal. C'est-à-dire que les gens disent, mon voisin en a, mon beau-frère en a, je connais un tel, puis finalement, ça a l'air pas si pire que ça. Fait que, il y a un peu le principe high grade, là, tu sais. Oui, puis il y a aussi le fait que quand ton beau-frère en a une, que ton voisin en a une, que ta belle-sœur en a une, puis que ça va bien, t'es rassuré aussi. C'est pas juste, c'est normal et
les questions, ça va-tu bien? Tu es capable de te promener avec en hiver? Tu sais, les questions, là, les mythes, là. Vas-tu sur l'autoroute? Exactement. Ben là, une fois que, tu sais, les gens proches de toi, là, tu sais, en qui tu as confiance, te disent, ben, moi, ça fait 1 an et demi, 2 ans, je l'ai, ça va super bien. Ah ouais. À part sauver du carburant puis avoir une agréabilité de conduite que j'ai jamais eue, rien à signaler, ça devient donc la norme. Tu sais, puis même de plus en plus acceptable même pour que beaucoup de monde. plus en plus, et j'ai eu une discussion avec quelqu'un il y a quelques semaines où on était plusieurs, en fait, on discutait, puis il y en a un qui dit, j'ai changé d'auto, et l'autre personne, il a dit, une électrique? Parce que maintenant, si tu changes de voiture, on s'attend t'es presque pas à ça. obligé, mais il y a des bonnes chances qu'elle soit électrique, tu sais, puis c'est dans l'air, donc c'est rendu comme un peu la norme, donc Était-ce le cas? Et c'était le cas. Et c'était le cas. Et c'était, en fait, c'est une hybride branchable. Ouais. Mais on est dans la bonne voie. Dans la grande famille. Parce que quand les gens ont mis le pied dans l'hybride branchable, généralement, ils en ressortiront plus. Là. On va les garder dans l'électrique. Exactement. Le point suivant, Daniel, qui milite en faveur là, de l'augmentation des ventes de véhicules électriques au Québec, on l'a abordé un peu par la bande, là, juste le point précédent, c'est la norme zéro émission. Donc, peu de gens le savent, tu le dis, tu sais. Moi, l'exemple que j'ai donné dernièrement dans une entrevue, je disais, ben, tu sais, vous parlez tout le temps des subventions, là. Imaginez qu'il y a un éléphant de pogné dans un cadre de porte, là. Ben, la subvention, on est en arrière de l'éléphant, puis on pousse pour le sortir, puis la norme zéro émission est en avant, puis elle tire. On travaille pas sur le même bout, mais on travaille dans le même but. Puis je trouve ça intéressant parce que là, on n'est plus du côté de l'acheteur, donc donner des sous à l'acheteur pour l'aider à faire l'acquisition du véhicule. Mais là, on est sur une pression sur le manufacturier de rendre disponible des véhicules. Et ça, cette norme zéro émission-là est en vigueur, puis est en vigueur avec un bouton d'intensité là, qui va augmenter avec le temps. J'aimerais ça que tu nous en parles un peu de l'impact que ça a. En fait, la norme zéro émission est en vigueur au Québec depuis 2018. Moi, je me rappelle être allé aux consultations en 2016 sur la norme zéro émission au Québec à l'époque où c'était le ministre David Hurtel qui faisait les consultations. Et puis là, il y a beaucoup de gens qui disaient, ben là, la norme zéro... on n'a pas besoin de norme zéro émission. On n'en a pas besoin. Parce que ça va venir naturellement. Ben oui. Puis il y en a d'autres qui disaient, ouais, mais là, la norme zéro émission, ça va être épouvantable. Là, puis les gens ne pourront pas acheter de voitures électriques. Puis là, le prix des véhicules à essence va augmenter. Puis ça va faire en sorte que ça va être une catastrophe pour les concessionnaires. Puis on va être... Là, ce qu'on a découvert de la première période de conformité de la norme zéro émission, c'est que les constructeurs qui hurlaient comme quoi c'était pour coûter une fortune en pénalité. Sais-tu combien qui ont donné d'argent au gouvernement du Québec en pénalité? Non. $0. Ouais. Pas de scène. Ils ont échangé des crédits zéro émission avec d'autres constructeurs à un prix confidentiel, mais qui est en bas de celui qui est annoncé à 5 000 $. La deuxième, c'est-à-dire la nouvelle période qui vient de commencer là. Qui vient de commencer le 1er janvier ouais. 2025. OK? Là, le crédit passe à 20 000 $. Donc, avant, c'était un crédit valait à peu près, je te dirais, 100 km. Donc, si tu avais un véhicule qui avait une autonomie de 100 km, ça valait un crédit. Si tu avais 400 km, ça valait 4 crédits. J'arrondis grossièrement, là. Aujourd'hui, c'est plus comme ça. C'est un crédit pour un véhicule électrique que ton véhicule ait 150 ou 800 km d'autonomie. Ça simplifie les choses. Je trouve que c'est un peu étrange. Pas tout à fait d'accord avec le principe, mais une chose est certaine, c'est que là, les constructeurs savent où est-ce qu'ils doivent aller. Donc, si on parlait de 32,5 % en 2026, bien, il y a des constructeurs qui vont dépasser l'objectif. Tu sais, comme, évidemment, Tesla, c'est pas un enjeu, mais Chevrolet devrait le dépasser, Hyundai devrait le dépasser, Kia devrait le dépasser. Et il y en a d'autres qui traînent la patte, comme Mazda, comme Honda, comme Subaru, comme Toyota, qui, eux, vont devoir acheter des crédits zéro émission des constructeurs qui en ont vendu plus. Comme un crédit vaut 20 000 $, bien, le constructeur automobile, lui, dans sa tête, il se dit, mettons que le crédit, je peux l'avoir à 10 000 sur le marché des échanges de crédit. Fait que ce soit que ça me coûte 10 000 $, ou encore, je me rabais de 5 000 sur ma voiture électrique, puis j'en vends plus. Je préfère-tu acheter un crédit d'un autre constructeur ou encore donner un rabais pour en vendre plus? Ouais. Fait que c'est tout ça le calcul qui se fait présentement. Et plus les normes sont ambitieuses, au fur et à mesure on s'approche de 2030 à 85 %, bien plus la norme zéro émission va avoir un impact. À court terme, pas tant d'impact. Mais à 2027, 28, 29, là, je peux dire qu'il y a des constructeurs qui vont devoir arriver avec des véhicules moins chers et d'autres qui vont se retrouver
obligés d'acheter des crédits de la part d'autres constructeurs. Daniel, souvent, quand on parle de la norme zéro émission, puis je veux qu'on clarifie cet élément-là, parce qu'un point hyper important, puis souvent les gens l'entendent, mais l'entendre puis le comprendre, c'est deux, là. On le répète, c'est une norme qui vise les constructeurs et non pas les concessionnaires. Absolument. Donc, un concessionnaire qui vend pas assez de véhicules électriques parce que il y en a pas, la maison mère ne lui en fournit pas, il n'est pas pénalisé, lui. Du tout. C'est le fabricant qui est pénalisé. Alors, quand on nous dit les concessionnaires automobiles s'opposent à ça, en réalité, cette norme-là fait en sorte qu'elle va aider à leur rendre disponibles des véhicules qui, de toute façon, et on le démontre par l'absurde actuellement, quand ils en ont, ils en vendent. Ouais. Quel concessionnaire serait contre avoir des véhicules qu'il va vendre? En fait, c'est intéressant ce que tu dis là, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un autre élément à l'équation. C'est qu'il y a ce qu'on appelle les allocations. Autrement dit, un constructeur va offrir un nombre X de véhicules électriques pour le marché du Québec. OK? Et là, il y a des concessionnaires qui ont déjà commencé à en vendre. Par exemple, Bourgeois ou Lucier Chevrolet. OK? Comme eux en vendent beaucoup, ils vont avoir généralement, pas tout le temps, mais généralement, ils vont avoir la priorité parce qu'ils ont déjà commencé à se former une clientèle qui vont acheter des véhicules électriques chez eux. Donc, d'entrée de jeu, ces concessionnaires-là vont en recevoir plus de la part du constructeur X que d'autres concessionnaires qui ne sont pas forcés ou que ça n'intéresse pas. À terme, ces concessionnaires-là vont perdre des ventes. Donc, ils ne sont pas pénalisés au niveau des crédits, mais ils sont pénalisés au niveau des ventes. Fait que, tu sais, si eux autres disent, moi, j'embarque pas, puis ça me tente pas, puis je veux rien savoir de ça, grand bien de face. Mais à un moment donné, quand on va arriver à 80% de vente de véhicules électriques... Il ne restera pas grand-chose à vendre si t'en vends pas. Il ne restera pas grand-chose à vendre. Puis ça vaut aussi bien pour les concessionnaires que ça vaut pour les conseillers et les conseillères. Mais il y a un élément aussi que les gens ignorent, c'est que la norme zéro émission du Québec est dédoublée par la norme zéro émission fédérale. Celle-ci va-t-elle survivre à l'arrivée du gouvernement conservateur? On ne sait pas. Mais de la façon dont la norme zéro émission fédérale est faite, c'est que c'est la même chose qu'au Québec. Si tu vends un véhicule électrique au Canada, tu as droit à un crédit au niveau fédéral. Si tu vends un véhicule électrique au Québec ou en Colombie-Britannique en particulier, tu as droit à un crédit à la vente de ton véhicule électrique pour le fédéral et un autre crédit à la vente de véhicules électriques au Québec et en Colombie-Britannique parce qu'ils ont leur propre norme zéro émission. Ce qui distorsionne le marché canadien parce que les constructeurs sont doublement encouragés d'amener et de vendre leurs véhicules électriques au Québec et en Colombie-Britannique. Ouais. Tout à fait. Ce qui veut dire qu'il y a des provinces qui se retrouvent un peu gros gens comme devant, dont les provinces maritimes. Donc, pas beaucoup de véhicules disponibles parce c'est exactement ce que tu disais tantôt, les lois en place ou les normes en place qui forcent la distribution des véhicules à des endroits plus qu'à d'autres, ce qui fait que on va évidemment être favorisé au Québec, en Colombie-Britannique versus les maritimes ou l'Ouest canadien, à l'exception de la Colombie-Britannique. Mais vois-tu, en Saskatchewan, en Alberta, il n'y a pas de rabais à l'achat de voitures électriques, puis il y a des taxes. En Alberta, il y a une taxe de 200 $ depuis le 1er janvier. Mais dans les maritimes, ils ont des rabais dans toutes les provinces. Mais ils n'ont à peu près pas d'inventaire parce qu'il n'y a pas de normes zéro émission provinciales. Donc, eux, ils sont vraiment perdants alors qu'ils poussent pour la transition vers les véhicules électriques. Donc, l'important, c'est pas juste de tirer sur l'éléphant d'un bord du cadre de porte, c'est de pousser. Ça va dans les deux sens. Dans les deux sens. Exactement. Un autre facteur, Daniel, qui favorise le succès de la vente de véhicules électriques légers au Québec, c'est les technologies qui s'améliorent. Donc, on n'a plus autant peur qu'avant, puis ce qu'on a comme technologie entre les mains, là, on est ailleurs. Surtout des gars comme toi puis moi qui avons eu les premiers modèles au début, puis quand on regarde ce qu'on a entre les mains aujourd'hui, pour le même prix ou même peut-être dans certains cas un peu moins cher, on fait 3-4 fois la distance qu'on faisait, on a beaucoup de technologies embarquées qu'on n'avait pas, on est complètement ailleurs. Là, on le voit que ça s'est amélioré. Écoute, en 2011 et 2023, l'autonomie médiane des véhicules électriques a été multipliée par 4. Le temps de recharge, toi, mon cher, et moi, mon cher, qui avons tous deux été propriétaires d'une Chevrolet Bolt. Ouais. Tu sais, on parlait d'un temps de recharge d'1 heure dans les bonnes conditions en été. Ouais. 1h15, 1h30 en hiver. Aujourd'hui, les véhicules électriques les plus performants ont un temps de recharge de 15-20 minutes. 15-20 minutes par rapport à 1h30. Là, moi, je connais des gens qui voyageaient de longue distance en Chevrolet Bolt en hiver et ont dit non. Donc, les technologies ne cessant de s'améliorer, l'autonomie ne cessant de s'améliorer, la vitesse de recharge. Puis, tu sais, si tu recules il y a 4-5 ans, là, enlève les bornes Tesla, là, c'était du 50 kW. Là, on commence à installer du 400 kW. Ouais. Ça fait une maudite différence. Donc, tout ça fait en sorte que
au fur et à mesure où le temps passe, la technologie des véhicules électriques s'améliorant et des bornes de recharge, voyager en véhicule électrique, c'est de plus en plus simple et de plus en plus agréable. Ah, tout à fait. Puis il y a quelques années, il y a des gens qui faisaient le choix, par exemple, d'une Tesla en disant... Moi, j'étais un peu insécure dans ma Tesla. Je dis où je m'en vais. Il me dit où arrêter de me charger. Maintenant, il y a plein de modèles de véhicules qui ont ça. Là. Il n'y a plus juste Tesla. Là. Tous les modèles pas plein, mais ça commence. Ben, de plus en plus. GM a ça, Ford a ça, les Polestar a ça. Il y a de plus en plus de... Ça s'en vient. Ça va devenir la norme là, maintenant. Là, tu as un système de navigation qui est pas juste un GPS, mais ça intègre la recharge, l'autonomie aux différents endroits et le véhicule, quand il te trace ton itinéraire, il tient compte du fait que c'est un véhicule électrique qui doit arrêter de se recharger. Et tout ça, pour des gens qui sont insécures et ou à leur première voiture électrique, c'est vraiment rassurant. C'est un facteur qui va inciter. Avant, il y a des gens qui se retenaient disant moi, j'ai peur de rester pris, je connais pas ça. Puis dans 3-4 ans, on va être ailleurs complètement, là, avec ce qu'on appelle le plug and charge, c'est-à-dire même pas besoin d'application, de carte, etc. Là. L'évolution des choses va faire en sorte que, écoute, avec le plug and charge, c'est plus facile de recharger ton véhicule que d'aller faire le plein d'essence. Tout à fait. Tu n'as même pas besoin de payer, ça se fait tout seul. Exactement. Exact. Donc, la technologie est un facteur important. Là. L'amélioration de la technologie est un facteur favorisant là, l'adhésion aux véhicules électriques au Québec. Le 10e point, Daniel, l'éducation vis-à-vis des véhicules électriques s'améliore. Et ça, my God, ça s'améliore, mais il y a encore de la job à faire. Et plus le temps avance, plus il y a de gens qui ont des véhicules électriques et plus c'est monsieur et madame tout le monde. Toi, moi et bon la gang de l'AVEC, il y a 10 ans, on était tous des geeks qui tripaient là-dessus depuis des années avant que ça existe, tu comprends? Ouais, on est arrivé là, on savait dans quoi on s'embarquait. Moi, quand j'ai acheté ma voiture il y a 14 ans, je savais très bien dans quel bateau je m'embarquais parce qu'à l'époque, je connaissais 2 places où je pouvais charger mon auto chez moi. Puis à Boucherville. Il n'y avait aucune autre borne au Québec. Ouais. Je le savais dans quoi je m'embarquais. Maintenant, les gens voient, ils posent des questions. Oui, ça va bien, c'est facile. Ils s'achètent l'auto. Ils se font à peu près pas expliquer ça. Puis là, ils partent avec ça, puis ils se rendent compte qu'il y a un manque C'est pas que c'est compliqué, mais c'est différent. Il faut qu'on ait le temps de l'expliquer. C'est un autre langage. Et ça, il y a beaucoup de travail à faire. On le voit quand on arrête de recharger les gens qui sont... Des fois, je le dis, passer d'un véhicule à essence à un véhicule électrique, là, c'est pareil comme passer d'un PC à un Mac. C'est un autre langage, c'est un autre monde. Donc, les gens doivent apprendre ce vocabulaire-là. Dans mes livres, tu te souviens, j'en ai parlé, j'avais tout un lexique sur les expressions. Ouais. Tu sais, c'est bien beau parler de NACS, puis de BRCC, puis de CCS. Écoute, je dirais ça, moi, à ma mère. De gomme, de aucune idée. Fait que, bref. Fait il y a un travail d'éducation qui est extrêmement important à faire, que les gens de l'AVEC font, que Plug and Drive fait, que le circuit électrique, la Corporation des concessionnaires automobiles embarque, Mobilité électrique Canada, le Club Tesla Québec, un paquet de monde qui commence à embarquer là-dedans. Mais c'est un travail... de longue haleine. Écoute, tu sais, quand j'ai sorti mon fameux livre sur les 50 mythes au mois de septembre, moi, je me disais naïvement, en 2016, j'avais fait un livre sur 10 mythes, puis je me disais en 2020, tout le monde va avoir compris. C'est le contraire. Il y a de plus en plus de mythes qui circulent, de fausses d'informations qui circulent, de mensonges carrément. Donc, le travail d'éducation devient de plus en plus important, de plus en plus central dans la conversation. Et une chance qu'il y a des groupes comme les nôtres, mais je te jure que moi, je vais mourir puis il va encore rester du travail d'éducation à faire. Ah, tout à fait. Puis il y a tout un débat. Ça veut pas dire que je vais mourir bientôt. Non, j'ai chose à espérer. Peux-tu au moins finir l'entrevue? Mais, Daniel, il y a un débat qui revient à l'occasion, puis tu sais, une réflexion que, bon, l'AVEC s'est fait souvent, moi je me la fais souvent, qui est la responsabilité, elle incombe à qui? C'est-à-dire que le concessionnaire automobile qui vend un véhicule, il y en a un qui m'a déjà répondu ça. Moi, quand je vends une auto, là, je donne pas un cours aux gars comment aller faire le plein. Là. Moi, je prends pour qui est capable d'aller faire le plein. Donc, ils prennent le même réflexe avec la voiture électrique. La personne part. Et c'est une erreur. Exactement. Mais c'est pas juste comme, tu sais, il y a plein d'informations données quand on achète une voiture électrique. Il y a beaucoup de technologies, on l'a dit tantôt. Ça prend du temps à expliquer ça. Puis quand on achète un auto, on est stressé, on est nerveux. On est excité. On est excité. Puis là, on se fait garrocher, là, plein d'informations. Ou pas du tout. Ou pas du tout. Mais même dans le cas où on le fait. Mais honnêtement, là, Martin, il y a beaucoup de gens qui disent, moi, je suis allé chez le concessionnaire. Ah, il m'a donné les clés. Ouais. Il m'a donné les clés, il a connecté mon téléphone cellulaire, puis bye. Ah, tout à fait. Beaucoup de gens. Mais écoute, il y a des bons concessionnaires là qu'on connaît tous les deux qui ont engagé des gens dont l'unique travail est d'expliquer les voitures lors de la prise de possession. Absolument. Ces gens-là, parce que le vendeur, il n'y arrive pas, il a juste
trop de véhicules. Ouais. Donc, il y a des gens qui sont là pour prendre le temps de te l'expliquer. Ouais. Mais même là, même quand ils le font, c'est beaucoup d'informations. C'est beaucoup Puis les gens d'informations. lisent pas, ils liront pas le manuel. Puis le manuel va parler de comment aller changer tel paramètre dans le véhicule, mais t'expliquera pas c'est quoi les bonnes règles d'éthique quand on va à une borne de recharge. T'expliquera pas un paquet de trucs que d'un réseau à l'autre, ça fonctionne pas pareil. tu sais. D'où l'importance, on parlait tantôt de l'AVEC, d'être membre d'une association de véhicules électriques, d'écouter des bons podcasts comme celui que vous écoutez actuellement ou toute autre source d'information. Sauf que la plupart des gens qui n'ont pas de voiture électrique connaissent pas ton podcast. Exact, tout à fait. Ouais, c'est une bonne chose quand je vends de la publicité, mais c'est une moins bonne chose pour l'éducation. Mais bref, ça reste que le point est très valide. Donc, le fait qu'il y ait de l'éducation puis que les gens, de plus en plus, commencent à comprendre. Puis souvent, ça se fait informel maintenant. Le beau-frère qui en a une, puis le voisin qui en a une, lui, il prend le temps de l'expliquer. Ouais. Puis, tu sais, cette information-là, c'est important. Quand on comprend, on a moins peur. Mais l'éducation, ça va au-delà des consommateurs. Ah oui. Je veux dire, moi, quand j'ai sorti mon livre cet automne, c'était pour éduquer les élus, les gens d'industrie et les journalistes. Parce que Dieu sait que des articles merdiques dans les médias francophones et anglophones au Canada sur les véhicules électriques, j'en ai vu plus que ma part. Donc, quand j'ai écrit ce livre-là sur les 50 mythes et demi-vérités sur les véhicules électriques, c'était à eux autres que je pensais. T'sais, parce qu'il y a encore beaucoup d'ignorance de la part de gens qui devraient plus savoir, qui devraient mieux savoir. À la limite, Daniel, quand on connaît pas quelque chose, on n'en parle pas. Moi, c'est ce qui me tue. Ou on s'informe. Ou on s'informe. Mais moi, ce qui me tue, c'est qu'il y a des gens qui écrivent ou qui vont faire une entrevue, qui vont parler d'un sujet comme s'ils connaissaient ça. Ouais. Ils ne connaissent pas ça. Ouais. Et c'était le cas souvent de certains journalistes automobiles, d'ailleurs, qui ont une crédibilité en véhicule. Donc, quand ils parlent, les gens leur accordent une crédibilité. Mais on l'a dit tantôt, véhicule électrique, véhicule à essence, deux mondes. Et là, ils te parlent de véhicule électrique. Tu dis, mais il n'a aucune idée de ce qu'il parle. Ouais. Puis pourtant, ça fait 25 ans qu'il parle d'auto, lui, là. Ouais. Là. Ben, oui, il connaissait les autos à gaz, mais les autos électriques, je regrette, il ne connaît pas ça. Quand il t'explique que c'est difficile de vivre avec une auto électrique parce que c'est tout le temps arrêté en train de te charger, parce qu'il n'y a pas de borne chez eux, mais ça fait 20 ans qu'ils testent des autos électriques, il y a un problème, là. Il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Je veux dire, si tu ne charges pas, c'est sûr que si tu t'alimentes, tu sais, si je t'enlève toutes les stations à essence au Québec, moi, puis je t'en mets 3 dans tout le Québec, puis je te fais rouler, puis si tu le fun de rouler avec une auto à essence, ben non, c'est pas le... Ben c'est ça. On change à la maison. Mais ça, c'est l'attraction médiatique. Tu sais, moi, il n'y a jamais personne qui m'a appelé dans les médias, que ce soit Radio-Canada, LCN, etc., pour dire « Hey, Daniel Breton, on aimerait ça que tu commentes NASCAR. » Et si on m'appelait, je dirais « Je connais rien là-dedans. Appelez un tel ou une telle. » Tu sais, ce serait bien qu'il y ait des journalistes automobiles qui aient l'humilité de dire « C'est pas ma spécialité, laissez ça à ceux qui savent. » Mais d'avoir du temps d'antenne, c'est bien vu. Donc, c'est ça le dilemme pour plusieurs journalistes automobiles. Parce que, tu sais, pire que de pas avoir d'informations, c'est d'avoir de la mauvaise information. Donner de la mauvaise information. Tout à fait. Ça fait mal. Parler avec assurance, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Exactement. Ah oui, c'est l'assurance avec laquelle ces gens-là en parlent qui est déstabilisante, là, parce que on sait qu'ils ont une crédibilité auprès du public, c'est ce qui est d'autant plus dommageable. Le 11e et avant-dernier point, Daniel, le réseau de recherche publique qui se développe. Donc, on parlait tantôt de rassurer les gens, là, de savoir qu'on est capable de se promener puis qu'on va être capable de faire le plein si on a besoin. C'était forcément un élément rassurant. Oui, puis j'ai vu dans le temps des fêtes qu'il y a des gens qui n'étaient pas contents parce qu'il n'y avait pas assez de place aux bornes, etc. Mais je veux dire, on a un bon réseau dans l'ensemble. À commencer par le circuit électrique, mais je veux dire, le réseau Flow, Tesla, ChargePoint, Electrify Canada, qui est en train de devenir un excellent réseau. L'avenue électrique, bref, ce qu'on voit, c'est qu'il y a de plus en plus de bornes. C'est en train, ça. Mais encore là, il y a un travail d'éducation. Ouais. L'éducation aux bornes. Bon véhicule, c'est bonnes bornes. Les bons véhicules, c'est bonnes bornes. Puis, tu sais, une chose que je commence à constater, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui ont le même réflexe qu'ils avaient lorsqu'ils conduisaient un véhicule à essence. Qu'est-ce qu'ils font? Ben moi, je suis habitué d'aller au Madrid pour me charger, fait que je vais tout le temps au Madrid sur me charger, même si 12 km plus loin, tu as 44 bornes de recharge rapide, mais c'est le Madrid où je suis habitué d'aller. Ouais, c'est ça. Fait que là, il y a tout ce travail-là, mais le réseau se développe rapidement. Je pense honnêtement que comme on est 2 ans en avance sur le niveau d'adoption de véhicules électriques, que là, il faut accélérer le déploiement des véhicules électriques pour rattraper la cadence d'adoption de véhicules électriques au Québec. Mais quand tu t'es promené ailleurs au Canada ou aux États-Unis, tu te rends compte que dans l'ensemble, dans la plupart des cas,
on a un excellent réseau. Tout à fait, tout à fait. Et puis il faut faire attention de ne pas prendre des cas particuliers comme la veille de Noël, puis la Saint-Jean-Baptiste, ou encore, par exemple, l'exemple que je donne souvent, c'est, tu sais, tu as des bornes en Gaspésie qui sont pas utilisées pendant 40 semaines par année, mais qui sont surutilisées pendant le temps des vacances, ce qui est tout à fait normal. C'est là que les gens se déplacent. Et je parlais de ça au spécial de fin d'année, puis j'ai un de mes chroniqueurs qui disait, mais tu sais, Martin, là, t'entends jamais dire, il y a un problème avec la Gaspésie, il y a pas assez de restaurants. Il dit, pourtant, moi, quand j'y vais dans les vacances de construction, jamais capable de réserver, c'est toujours plein. Ouais. Personne ne se plaint qu'il n'y a pas assez de restaurants à Gaspésie. C'est normal que tu peux pas créer des restaurants qui vont fonctionner uniquement pendant 1 mois et demi puis qui n'aura pas d'échange le reste de l'année. Fait que maintenant aussi, il y a un dosage puis tout ça bouge. C'est-à-dire que autant que le tourisme peut bouger d'une année à l'autre, quoique c'est un peu plus stable que les véhicules électriques, c'est en explosion le nombre. Ça bouge constamment et le circuit électrique en met, des réseaux privés commencent à en mettre, mais là, effectivement, ça s'accélère et il faut que ça continue, que ça s'accélère de plus en plus pour être capable de suivre cette cadence-là. Quoi qu'il en soit, comme on dit, quand on se compare, on se console. Quand on sort un peu du Québec, les gens se rendent compte qu'effectivement, si tout n'est pas parfait ici, c'est encore plus imparfait. Moi, je veux dire une chose qui va considérablement changer la donne, même hors du Québec, c'est là la transition vers le réseau NACS. Puis l'accès au Supercharger pour plusieurs constructeurs automobiles qui ne sont pas des Tesla. Donc, ça va faire en sorte que voyager en véhicule qui n'est pas un Tesla aux États-Unis, ça va considérablement rendre les choses plus faciles. Effectivement. Le dernier, non le moindre, Daniel, de tes 12 facteurs qui ont un impact sur le succès de la vente de véhicules électriques au Québec, et c'est loin d'être négligeable, c'est que c'est des véhicules vachement plaisants à conduire. Oui. Et il y a certains qui vont dire ça fait pas assez de bruit à mon goût. Non, mais je veux dire, il y a des gens pour qui c'est ça. Tu sais, je sais pas si tu as essayé la Hyundai Ioniq 5N, qui est un véhicule de performance avec lequel tu peux mettre un bruit de véhicule à essence ou bien d'avion réaction, etc. Il n'y a pas un Dodge aussi, le Charger EV? Oui, que tu peux mettre des... Il y a une voiture... oh my God, je pense que c'est le Charger. Le Charger EV, je pense que tu peux mettre un son. Tu as des choix de moteur, puis tu choisis le moteur, puis j'ai entendu... C'est impressionnant. Ouais. Mais bref, le fait que ce soit plaisant à conduire, que ce soit silencieux, accélération franche et linéaire, silence de roulement, c'est des facteurs qui améliorent l'expérience de conduite. Et moi, je veux dire, moi qui ai testé des centaines de véhicules électriques et partiellement électriques au fil des ans, c'est sûr que ça joue. Tu sais, tout à l'heure, j'embarquais dans ma voiture pour m'en venir ici, puis je me disais, Colin, ma voiture à 100 000 km, c'est le fun. C'est le fun de rouler avec cette voiture-là, tu sais. Tout à fait. Puis, tu sais, il s'agit de conduire en alternance une voiture à essence puis une voiture électrique pour réaliser que aussi bonne et intéressante puisse être la voiture à essence, il y a quelque chose, même dans une voiture électrique plus bas de gamme, là, c'est plaisant, c'est smooth, c'est silencieux, c'est exempt de vibration. Ouais. Il y a un confort. Les changements de vitesse. Moi, je m'ennuie pas du tout. Non. Écoute, c'est ça. Vraiment, marche par moton. Ça fait très ancien ou antique d'embarquer dans un véhicule dans lequel il y a des changements de vitesse. Puis il y a un autre élément, c'est drôle, je ne sais pas si ça t'est arrivé récemment, mais si je suis à bord d'un véhicule à essence et que je descends une côte où je freine, je me dis, mon Dieu, quel gaspillage d'énergie. Effectivement. On réalise pas jusqu'à temps. Il y a quelque chose qui vient avec l'adoption du véhicule électrique, là. C'est une conscientisation de l'éco-conduite. Oui. Parce qu'on voit à l'écran l'énergie qu'on récupère, on voit l'énergie supplémentaire qu'on brûle quand on accélère de façon un peu trop agressive, et on devient conscient de l'impact de tout ça sur l'autonomie de notre véhicule puis sur notre consommation. Ça nous amène une éco-conduite qui devient presque ludique. Dans le fond, on essaye souvent, et moi c'est le cas, là, je fais le même trajet avec mon véhicule, puis j'ai même eu plusieurs véhicules cette période-là, puis je sais que entre mon point de départ et mon point d'arrivée, je consomme tant de kilowattheures pour m'y rendre. Ben là, j'essaye aujourd'hui, ils vendent pas. Je vais essayer d'être le plus économe possible. Et ça se transpose après ça si on en conduit un véhicule à essence, ben on a cette conscience-là dedans de nous. Puis effectivement, comme tu dis, on dit, là, je suis en train de... Normalement, je devrais récupérer de l'énergie, puis là, j'en gaspille à la place. C'est perdu, cette énergie-là ne reviendra jamais. Ouais. Ben, Daniel, on a fait un tour quand même assez intéressant des 12 facteurs. Donc, non,
Non, ce n'est pas que les subventions qui font qu'on achète des véhicules électriques. Non. On nie pas que ça puisse aider. Ça allait aider à démarrer la roue. Moi, Daniel, puis pour boucler là-dessus, sur cette histoire de subvention-là, moi, j'aimerais t'entendre sur l'élément suivant. L'éventuel, parce que là, c'est pas une disparition, là, le baisser la subvention est suspendue pendant 2 mois, mais je veux dire, elle devrait revenir puis elle va diminuer là, d'année en année jusqu'à disparaître là, d'ici 2 ans. Est-ce que, avec la disparition éventuelle de la ou des subventions, peut-être que le fédéral pourrait faire la même chose, est-ce qu'on est en droit de s'attendre que les manufacturiers vont baisser le prix des véhicules? Plusieurs disent, oh, mais stressez pas trop, là, les prix sont trop chers parce qu'ils savent qu'il y a des subventions. Quand il n'y aura plus de subventions, les prix vont baisser. Est-ce que c'est aussi simple que ça? La vie, c'est jamais aussi simple que ça. Là, et c'est pour ça que j'ai parlé des 12 raisons. Ouais. C'est que la norme zéro émission va faire en sorte que les constructeurs, pour atteindre leurs objectifs, ils vont devoir arriver avec des véhicules plus abordables. Donc, est-ce que le même véhicule va baisser de prix? Peut-être un peu, pas beaucoup. Mais comme il va y avoir une tranche de véhicules moins chers, le véhicule de milieu de gamme va peut-être rester autour du même prix. C'est pas que, par exemple, Chevrolet Blazer EV ne passera pas de 50 000 à 40 000 demain matin parce que le rabais va disparaître. Non. Maintenant, à ce que les prix se tiennent, mais que lorsque la Bolt EV va arriver, elle va remplir une niche de véhicules moins chers. Et donc, il y a des gens qui se sont peut-être achetés des Blazer EV qui vont s'acheter des Bolt EV. Parce qu'ils vont dire, moi, je veux payer ce prix-là. C'est sur mon budget. Donc, cette tranche de véhicules d'entrée de gamme qui s'en vient sur le marché d'ici 2-3 ans de la part de plusieurs constructeurs va faire en sorte de continuer à aider à augmenter les ventes de véhicules électriques. Et il y a présentement des véhicules, des gens, c'est-à-dire qui se sont achetés des véhicules un peu plus chers parce qu'il y avait les rabais et qui vont peut-être dire, ben mon prochain va peut-être être un peu moins cher parce qu'il n'y a pas de rabais. Pour respecter mon budget, je vais devoir descendre un peu. Ouais. Tu sais, je ne sais pas si tu te rappelles, mais à un moment donné, on avait découvert que première phase ou première vague de propriétaires de Tesla Model 3, la plupart des gens qui passaient à une Model 3 avant avaient des Honda Civic, des Mazda 3 puis des Toyota Prius. Qui n'est pas des grosses voitures de luxe. Non, mais c'était des voitures qui étaient 2 fois moins chères qu'une Tesla Model 3. Mais là, quand on a vu les Bolt arriver, il y a un paquet de monde qui se sont achetés des Chevrolet Bolt. Et là, vois-tu, la grosse vague depuis quelques mois, c'est les Equinox, qui ne sont pas vendus si pas cher que ça. Mais les rabais font en sorte que les gens qui se cherchent un multisegment VUS à prix raisonnable, compétitif avec les véhicules à essence de même format, ben là, ils ont dit on peut aller là-dedans parce que ça commence à s'équivaloir comme prix. Fait que la tranche de véhicules d'entrée de gamme qui va arriver à 5 à 10 000 $ de moins, ça va aller chercher les gens justement où on dit ben là, il y a moins de rabais ou il n'y a plus de rabais. Ben, c'est ces gens-là là, qu'on va être capable d'aller chercher parce que les constructeurs vont devoir atteindre ces normes-là. Tu sais, au fédéral, on ne sait pas s'il va y avoir une norme zéro émission après l'élection du gouvernement conservateur. On ne sait pas si la norme va entrer en vigueur en 2026. Au Québec, aux dernières nouvelles, que ce soit la CAQ, le PQ, les libéraux, au Québec solidaire, il n'y a pas personne qui a dit on enlève la norme zéro émission. Il y a des libéraux qui ont remis en question le 100% 2035, mais c'est quand même eux qui ont mis en place la norme zéro émission initiale. Oui, tout à fait. C'est souvent, on se le dit, là, c'est l'avantage un peu qu'on a au Québec, c'est que... Il y a un certain consensus. Consensus en électrification dans les différents partis, là, des légères nuances, mais c'est assez consensuel, ce qui fait que c'est pas trop inquiétant. Au fédéral, ça l'est un peu plus, cependant, je pense. Ouais. Daniel, comme toujours, ce fut un plaisir de t'avoir à Silence on roule. Merci beaucoup de nous avoir donné ton précieux temps. Ça me fait plaisir, puis bonne année à tout le monde. Merci. Épisode hors série.